Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment faire un chat en Node.js. Bonjour J, alors, 15-20, 2020 j'imagine. Euh, Ce qu'on va faire, c'est un chat en Node.js. Alors, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'était uniquement du travail client. Donc ça se faisait avec HTML, CSS et JavaScript. Et maintenant, pour faire un chat, il faut un serveur en fait, parce que le chat ou toute autre application avec du temps réel, elle reçoit une information d'un utilisateur et cette information, elle la renvoie à tous les autres utilisateurs. Ah, salut Atif. Et enfin le serveur le renvoie à tous les utilisateurs. Donc chaque utilisateur qui arrive sur le site, donc sur le serveur, se connecte à ce serveur et comme ça, le serveur est conscient et connaît tout le monde en fait. Et une fois qu'il connaît tout le monde, il est capable de dire à toi, tu es connecté, donc je t'envoie le message, toi tu n'es plus connecté, donc plus besoin de t'envoyer le message. Et ça, c'est Socket.io qui s'occupe de ça. Nous, en tant que développeurs, ce qu'on va faire, c'est installer Socket.io sur Express et sur Node.js. Et une fois qu'on a fait ça, on va, euh, on va simplement, c'est le terme dispatcher, on va renvoyer les événements, on va les broadcaster, les diffuser, voilà, en français, à tous les autres participants du chat. Donc, si vous avez des questions là-dessus que vous n'êtes pas clair, ah oui, d'ailleurs, le Socket.io, ça ne sert pas uniquement à faire des chats, ça fait toute discussion en temps réel nécessaire. Donc, le temps réel, ça peut être par exemple de savoir, ben, par exemple Uber, l'application Uber, pour savoir exactement où se trouve euh, la voiture et dans quel sens elle arrive quand on a commandé le Uber, et ben c'est peut-être pas Socket.io, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est du temps réel et ce temps réel nous permet de voir euh, tout de suite la direction de la voiture et sa position géographique. Et donc ces informations sont envoyées à tous les utilisateurs autour de la destination, autour d'une voiture ou autour de sa propre position. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas trop m'étaler. L'idée, c'est de coder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner. Mais pour la plupart qui êtes là, vous l'avez fait. Ou sinon de m'envoyer des messages par la suite sur Twitter au besoin. Alors, ce qu'on va faire, alors oui, d'ailleurs, première chose, pour ceux qui ne l'ont pas fait, installez Node.js. Donc vous allez sur Node.js, vous tapez Node.js sur Google, nodejs.org, vous allez directement dans la partie download et vous prenez la LTS, la Long Term Stable, je crois que ça veut dire, et vous prenez celui qui correspond à votre système d'exploitation. Et si vous avez Linux, vous prendrez le source code directement, le targz que vous allez euh, extraire. Par contre, si vous avez Linux, il faudra aller chercher un tuto comment installer Node.js sur Linux. Et il y a même des tutos en français. Il y en a des très vieux que j'ai vus, mais des très bons. Parce que le processus d'installation n'a pas changé pour Node.js, même si la version est différente. Donc assurez-vous d'avoir la version 12, que ce soit la version 12.17, peu importe quand ça va évoluer, ou beaucoup plus tard, si vous avez, il faut une version avec un nombre pair. Donc 12, 14, 10 aussi, ça fonctionnera. Mais pas les nombres impairs parce que ce sont les versions de test, entre guillemets. Voilà, voilà. Donc installer ça pour pouvoir le faire. Une fois que c'est installé, on va commencer à créer le, le dossier, le projet Node. Donc pour créer un projet Node, il faut se mettre dans le dossier dans lequel on va travailler. Donc là, j'ai créé un dossier qui s'appelle Night Chat.
je vais agrandir. Ouais, sauf que... Ok, bon, on va agrandir ici. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle Nightchat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire npm init. Et ça va lancer l'initialisation du projet. Donc ça va prendre automatiquement le nom du dossier dans lequel je suis. Ensuite, je peux faire entrer, choisir la version. Donc par défaut, c'est ce qu'il y a entre parenthèses. Donc la version, c'est 1.00. On laisse. La description, je laisse vide. Et en gros, en général, on laisse tout le temps tout vide. Pour démarrer, parce que c'est le truc d'usage. Et donc, ça fait entrer plusieurs fois le chiffre entre. Il faut taper sur entrée à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ce fichier rm, donc le paquet JSON que je viens de créer, parce que ça crée un fichier paquet JSON, qu'on va voir juste après. Et je vais faire à la place npm init-y pour tout envoyer d'un coup. Comme ça, j'ai pas besoin de tout taper. Et là, ça a créé ce fichier JavaScript. Ce fichier JSON pardon, directement. Et si on regarde dans le dossier, le fichier paquet JSON vient d'être créé ici. Donc ça, c'est important d'avoir un paquet JSON, c'est ce qui va permettre la portabilité de votre application Node.js. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, l'idée c'est vraiment de rentrer dans le code. Voilà, mais il faut quand même lancer ça. Ensuite, on va créer un fichier index.js. Et ce fichier index.js, et ben, à la base, ce que je voudrais faire dedans, pour savoir la version qu'on a, donc j'ai une question sur le chat, pour savoir la version qu'on a de Node.js, on fait node-v. Node-v, on tape entrée et la version apparaît. Voilà. Tant que vous avez une version paire, ce que la plupart des gens ont, même si c'est la 8, ça va très bien, ça fonctionnera. Donc, l'idée c'est qu'on va utiliser Express Socket.io. Ouais, c'est tout ce qu'on va utiliser, je crois. Et donc, il faut les installer. Donc, on va faire npm i ou npm install. npm i ou npm install, c'est la même chose. Et on va installer les packages. C'est ce qu'on appelle des packages. npm, c'est Node Package Manager. Et on va installer le package Socket.io et on va installer le package Express. Donc je vais aller relativement vite aujourd'hui. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à poser la question. Mais l'idée en allant vite, c'est que je vais peut-être pouvoir ajouter plein de petites choses intéressantes au niveau du styling, ce genre de choses. Et dans tous les cas, il y aura le replay et la vidéo, donc vous pourrez revoir tranquillement les choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le but d'un live. Ensuite, donc j'ai installé mes packages. Vous remarquerez qu'il y a un dossier Node Modules qui s'est créé. Et ce dossier Node Modules, il a plein de modules, mais il a entre autres les deux modules que j'ai installés, donc Express et Socket.io. Et la raison pour laquelle il y a d'autres modules, c'est parce que ces modules eux-mêmes ont besoin d'autres modules pour fonctionner. Il y a des dépendances de dépendances. Donc Express a besoin de blob, de cookies, de plein d'autres modules. Et c'est pour ça qu'on voit autant de modules alors qu'on en a installé que 2. Voilà. Hop. Et donc ce 2 modules, on n'y touche jamais, on fait que d'utiliser npmi pour l'installer. Donc maintenant que j'ai utilisé notre module, en fait, je vais me baser sur le code du site de Socket.io. Donc je vais aller sur Socket.io directement. Je fais une recherche et je vais regarder. Je vais aller sur la page d'accueil, on va regarder. Alors, par contre, ça j'ai remarqué, il y a un petit bug. Quand c'est fermé, on n'a pas accès à tous les liens. Donc je suis un peu obligé de l'ouvrir. Je vais aller dans le Get Started. Voilà, le Get Started c'est parfait. C'est la première page, c'est pour avoir le code le plus basique pour faire un serveur.
On va pas réutiliser exactement ce code, on va le modifier parce que justement je vais utiliser les choses qui m'intéressent un peu plus pour faire un truc plus un peu plus poussé entre guillemets pour pouvoir ajouter du CSS parce que là c'est vraiment du HTML basique et il n'y aura pas beaucoup de CSS possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ça. Alors tout ce qui est var, je vais utiliser des consts pour être pleinement ES6 dans ma manière d'écrire le code, mais var ou const, ça fonctionnera de la même manière même si ce n'est pas exactement la même chose. Donc ici, il utilise, il require express et ensuite il appelle express pour faire app. Donc nous on va entre guillemets déstructurer, on va le faire en deux temps. Express require express, on va juste appeler express. D'ailleurs, on va en profiter d'appeler const http séparément require http. http on l'a pas. Alors oui, tous les require en fait ce sont des modules qui sont dans le code. Donc comme on a fait npm i express, je peux faire require express. Et je peux aussi faire require socket.io. Sauf que le nom de la variable que je vais lui donner, c'est socket.io sans point, parce que les points ne sont pas autorisés dans les noms de variables. Et le truc, c'est que HTTP, lui, je n'ai pas fait npmi. C'est parce que HTTP fait partie de Node.js par défaut. Yes. HTTP fait partie de Node.js par défaut. Donc, il n'y a pas besoin de faire npmi pour HTTP. Ensuite, une fois que j'ai ça, alors le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir zoomer sur... Si, je vais zoomer, mais faire attention. Donc maintenant, je vais créer le serveur qui utilise HTTP create server avec l'app. Donc déjà, je vais créer l'app parce que je n'ai toujours pas fait. Donc const app est égal à express. Et là, on utilise les parenthèses, donc on appelle express. Ensuite, je fais const server est égal à http.createServer. Et à l'intérieur du serveur, je mets l'app. Voilà. Donc dans cette première partie de tuto, il nous montre comment faire une page par défaut. Ça, on va l'enlever dans pas longtemps, mais on va suivre un peu l'idée pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et ça, c'est la partie app ici, c'est purement express. Ça n'a aucun rapport avec Socket.io. Et en fait, la raison pour laquelle on va utiliser le module HTTP Express et Socket.io, c'est que en fait, les trois vont fonctionner sur le même serveur, mais c'est comme si on les met dans la même file d'attente pour aller au même endroit. Donc, en fait, ils vont suivre le même chemin. C'est juste qu'on les met dans la même file d'attente en fait. Et comme ça, les trois, ils sont sur le même serveur, mais ils vont faire trois choses totalement différentes. En fait, HTTP c'est le guide et Express et Socket.io vont suivre le guide. Voilà, plutôt. Ça serait une meilleure analogie. Donc, je vais faire res.send parce que rec et res, c'est request et response. Dans un serveur, quand on a un serveur, on a toujours des requêtes et des réponses. Et donc, rec, c'est l'objet qui représente la requête, et res, c'est l'objet qui représente la réponse. Donc, quand on reçoit une requête, eh ben, on va envoyer une réponse. Il faut absolument renvoyer une réponse. Là, on reçoit une requête, et cette requête, quelle qu'elle soit, eh ben, j'envoie la réponse suivante qui est une page qui est hello Socket.io. Voilà, boum. Par contre, mon serveur, il n'y a rien qui va fonctionner parce que mon serveur, il n'est toujours pas lancé. C'est-à-dire que j'ai créé une route, une page sur laquelle je vais recevoir des informations, et maintenant il faut que mon serveur soit lancé sur un port. Ce port, c'est une variable que je n'ai pas encore définie. Donc server listen, c'est une méthode de HTTP et dans laquelle qui reçoit deux paramètres, port et une fonction. Et on va faire server started on port port. Ok, sauf que port, on ne l'a pas défini. Donc
const port est égal 3000. 3000, alors pour ceux qui ont fait du PHP, souvent vous avez le port 8080 ou 8000. En Node.js, c'est 3000. Peu importe le nom, en fait, c'est juste une habitude qui s'est faite avec le temps. En PHP, c'est souvent 8080 et en Node.js, c'est souvent 3000. Chaque langage a plus ou moins son port de prédilection, mais c'est un détail. Donc on peut mettre 80-80. Tant qu'on ne met pas un port qui est déjà existant, on ne va pas mettre le 80, le 21. Ce sont des ports qui sont déjà importants et utilisés sur un ordinateur. Mais voilà. Donc on a fait ça et là notre serveur il est prêt. Donc pour lancer le serveur, il faut faire node index. On va lancer node sur le fichier index que je viens de créer. C'est ce fichier qui est ici. Donc node index, boum. Et là on voit bien server started, on voit bien le message. Si j'avais pas mis le console log, on ne verrait pas le message. Une chose très importante pour savoir si le serveur est lancé, regardez, quand on lance la ligne de commande, si je lance une commande par défaut, je dis node, voilà, -v. Vous voyez que la commande s'effectue et qu'ensuite je vois apparaître le nom de mon ordinateur et le dossier où je suis et mon nom d'utilisateur. Donc j'ai accès à l'écriture, je peux réécrire n'importe quoi. Par contre, quand un process est lancé et qu'il tourne sans s'arrêter, ce que fait un serveur c'est un ordinateur qui tourne en permanence. Donc quand le serveur est lancé et qu'il tourne, regardez ce qui va se passer. Donc node index, et bien là j'ai plus cette ligne que j'avais avant. Ça veut dire que je peux plus rien taper. Enfin, je peux taper, mais il va rien s'effectuer. Là, je suis dans le process. Là, mes commandes, elles vont pas fonctionner en fait. Elles vont rien faire. Node -v, ça va rien faire. Là, je suis plus dans le terminal, je suis dans Node en fait. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Node, il est pas prêt à recevoir des informations ici. Et en fait, le serveur est lancé. Donc à ce moment-là, quand mon serveur est lancé, quand ça tourne comme ça, je tape justement localhost 3000, le nom du port. Ou sinon, je tape 127.0.0.1, qui est l'équivalent de localhost. Et on voit bien le texte que j'ai tapé. Hello socket.io. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Super. Donc j'aurais pas dû le faire sur cette page. Je vais le faire ici. Et je vais revenir sur la page, voilà, parce que je vais partir de ça. Ensuite, donc c'est bon, on a bien le Hello World. Là, ils disent de servir une page HTML avec index.html. On va faire autre chose parce qu'on a Express. On va plutôt utiliser la puissance d'Express. Donc j'arrête mon serveur parce que je vais le modifier. J'ouvre ici. Je vais créer un dossier public. Ce dossier public, je vais mettre mon fichier index.html. Pour l'instant, dans ce index.html, je vais écrire autre chose. Ok. N'hésite pas à mettre l'erreur qui s'affiche dans le chat, comme ça je pourrais peut-être t'aider tout de suite. Donc, dans mon index, je vais mettre hello in public folder. Vous remarquez que dans le fichier HTML que j'écris, je mets aucune balise HTML. C'est très très mauvais ce que je fais. Mais c'est juste pour être sûr que mon fichier HTML se lance sans trop écrire de code. Par contre, ce que je vais faire, ouais, il faut... alors là, j'ai Julie qui me dit sur le chat qu'elle a une erreur qui est l'erreur suivante, cannot find module express. Donc tu dois t'assurer d'être bien dans le dossier où tu vas, le même dossier où tu as fait node index, et ben tu dois faire avant npm i express. Tu dois installer Express. Ah, tu as eu plein de messages. Ben, il faut que je vois les messages d'erreur d'Express alors. C'est ces erreurs-là que j'ai besoin de voir. Parce qu'après, tu lances un autre truc qui n'a déjà pas Express. Bon, là, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué. On verra ça à la fin. Donc, maintenant, on va enlever ça parce que l'idée, c'est que
la page d'accueil devienne l'index HTML. Donc pour faire ça en Express, on va faire app.use et sur le slash, en fait, on va faire express.static public. Donc tous les fichiers qui sont dans le dossier public vont être utilisés comme base de fichiers HTML. Je relance le serveur, node index, je rafraîchis et j'ai bien le texte de mon fichier HTML. C'est bon, ça fonctionne. Je vais commencer à coder du vrai HTML et pas faire des trucs sales comme ça. Ouh là là, c'était pas beau, c'était pas propre. Ensuite, donc head, title, et pas title, chat, night chat. J'ai envie de l'appeler night chat parce que ah oui, je vous ai pas montré, mais on va essayer de reproduire le visuel, ce visuel là que j'ai trouvé sur Dribbble. C'est souvent ce que je fais quand je sais pas. Donc j'ai trouvé ce visuel là que j'ai trouvé très joli. C'est pas la première page, on va juste faire une page de chat. Sinon ça va être trop long. Et ce visuel là je l'ai trouvé joli, donc on va réutiliser ça. Et j'ai préparé les couleurs déjà en amont que j'ai pris avec la pipette, comme ça je vais les réutiliser. C'est pour ça que je l'appelle Night Chat parce que c'est une couleur nuit. Ensuite, on va mettre les méta char7. J'avais un trou. Char7 UTF-8. Et on va rajouter le style sheet. D'ailleurs, j'ai pensé, vous me direz vous me dites ce que vous en pensez sur le chat. Je me suis dit qu'on pourrait faire des sessions où je reprends votre code et je review votre code. Donc si vous avez des codes, faites-les dans votre coin. Faites des petits jeux, des petites choses. Et ensuite, si vous voulez, je peux faire des reviews de votre code et vous dire ah ça c'est très bien, ça tu pourras améliorer, c'est peut-être pas assez performant, des choses comme ça. Donc si vous avez des envies dans ce style, dites-moi sur le chat et je vous répondrai. Enfin, et on le fera. Donc src js main.js. Ok, super Julie, ben, ça a fonctionné, je suis content. Et pareil, donc maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer ces fichiers. Donc, et ce dossier. Donc je crée le dossier JS puisque j'ai fait des appels. Je crée un fichier main.js qui va être vide pour l'instant et un fichier style.css qui va aussi être vide pour l'instant. Voilà. On sauvegarde. Ok. Je vais créer dans mon HTML tout de suite. Je vais faire ma div classe. Donc avant, j'utilisais beaucoup des div ID. On va faire des classes uniques qui sont la même chose qu'une div. Qu'un ID, entre guillemets. Hein. Donc, welcome screen, où on va arriver et on va dire, on va rentrer notre nom, et ensuite, on va avoir le chat screen. On va avoir deux screens. Et dans le welcome screen, on va avoir un formulaire. Ce formulaire, il va avoir un label, your name, un input, type. Alors le type text est par défaut type text, donc on peut le laisser par défaut. Placeholder, ça c'est cool. Enter your nickname. Donc pseudo, entre ton pseudo. Et ensuite button. Let's chat. Voilà. Ensuite, on va avoir pour le chat screen, on va avoir un UL qui va avoir la liste des messages, messages, et
une div, enfin, oui, une div de classe message box. C'est la boîte à messages. C'est là où on va écrire notre message. Cette message box va avoir un form. Ce formulaire va avoir un input, type text, placeholder, enter your message, et un bouton. Et ce bouton, je vais lui mettre un petit icône. On va en profiter. On va prendre Material IO, les icônes. Alors je connais déjà le nom. C'est le send. Alors je vais le chercher. CTRL F ou commande F et send. Voilà. Donc je clique dessus. On ouvre un peu parce que quand c'est fermé, on n'a pas accès à la petite boîte qui va nous donner les détails pour charger socket, pour charger Material Icon. Donc j'aurai besoin de ce code HTML. Voilà. On indente. L'indentation, c'est la chose la plus importante. Enfin, une des choses les plus importantes. Et dans les instructions, on va avoir l'URL, voilà, qui nous permettent de faire le link via Google Fonts, parce que ce sont des fontes en fait les icônes. Je ferme ces deux fenêtres, c'est bon, on a fini avec ça. Ok, je pense qu'on est bon. Regardons un peu ce que ça donne. Voilà, c'est bon. On a nos deux écrans. Et ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de CSS pour cacher le chat screen. Chat screen display none. Je rafraîchis, c'est bon. Alors là, j'ai pas le live server comme avant. Donc quand je modifie, je suis obligé de recharger pour voir ce qui se passe. On a une possibilité d'avoir un live server en Node.js aussi. Ça s'appelle Nodemon. C'est un module Nodemon que vous pouvez installer. Moi, je préfère ne pas l'installer, mais vous pouvez. Et pour le lancer, vous ferez, au lieu d'écrire Node, vous écrivez Nodemon index.js. Et à chaque fois que vous allez modifier un fichier, ça va redémarrer le serveur. Ok, donc on revient sur notre code, puisque là, ils appelaient le fichier index un peu différemment. Là, on appelle un dossier entier. Ils ont créé la page HTML, nous, on l'a créé un peu différemment. Et eux, ils font pas le premier écran. C'est pas très grave, on va y revenir. On l'a vu en fait, cet écran où on avait le send. Enfin, le send, on avait un petit bouton. C'était le chat screen qu'on a effacé. Et on va se concentrer sur la première page. Par contre, on va continuer sur le code serveur ici. Et on utilise le IO. Donc le IO, en fait, c'est quand on utilise socket IO qui appelle en paramètre HTTP. Sauf que HTTP, pour nous, on l'a appelé serveur. Donc on va créer cette variable IO. Const IO est égal à socket IO serveur. Dans mon code, en fait, j'ai tout décomposé parce que eux, ils require quelque chose et tout de suite, ils l'invoquent. C'est une manière de faire, mais moi, j'aime bien le séparer. Donc, j'ai d'abord require socket.io et ensuite socket.io, je l'ai mis dans une variable socket.io. Et cette variable, eh ben, derrière, je l'ai appelée. Donc, en fait, c'est l'équivalent de ça, puisque socket.io est égal à require, donc c'est exactement équivalent. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est juste que j'ai, entre guillemets, déstructuré, ce n'est pas le terme, mais j'ai séparé les appels pour simplifier, pour que la lecture soit aisée et qu'on comprenne bien qu'on a require quelque chose et qu'il n'y ait pas trop de choses qui se fassent en même temps. Je vais laisser encore ouvert comme ça, je vais agrandir le code, voilà, mais je vais laisser ouvert pour qu'on puisse voir et qu'on puisse suivre. Ensuite, donc cette partie, je ne l'ai plus.
elle représente le statique public, puisque ça appelle l'index HTML. C'est exactement la même chose. Et là, maintenant, on va faire le IO connection. Ça, c'est super important, c'est-à-dire que c'est ce qui va reconnaître le fait qu'on se soit connecté au serveur. Donc le serveur, avant de nous envoyer des messages en temps réel, il faut qu'on se connecte à lui. Mais on se connecte à la page HTML, mais on peut aussi se connecter au socket IO. Ce sont deux choses différentes. Comme je vous disais, on est sur le chemin HTTP, sur le guide HTTP, il a deux serveurs sur lui. Il a le Express et il a le socket IO qui fonctionnent de deux manières différentes. Donc quand on voit la page HTTP, quand on voit la page HTML, pardon, c'est Express qui se lance, mais quand on va se connecter en socket IO, ben, on va utiliser le connection, ça va être socket IO. Donc le on, ça, le mot on, c'est un mot que vous allez voir souvent en programmation. En fait, c'est quand on crée des événements. Donc c'est plus ou moins l'équivalent, en fait, c'est l'équivalent de add event listener. Euh, En gros, ouais, c'est similaire, mais c'est pas aux mêmes endroits. Euh, Ensuite, Socket.io attend le nom, pardon, le IO on attend le nom de l'événement connection et attend un callback qui est une fonction. Et cette fonction a pour paramètre socket. Et donc on va faire console.log a user is connected. Et ce qu'on va faire en plus du cours ici, enfin du tuto ici, on va faire socket.id. Parce que cette ID, elle va être intéressante. Oh, quoique. Non, on va simplifier, mais sachez que chaque socket a un ID différent et ça c'est important à savoir. Même si on ne va pas l'utiliser, c'est important à savoir. Donc je relance mon serveur pour qu'il soit à jour. Et normalement, vous allez vous dire, si je rafraîchis, ici, je devrais voir le message parce que je me suis connecté à ce serveur. Mais en fait, non. Parce que côté front, il faut aussi faire l'appel au serveur. Demander faire une connexion côté client avec Socket.io. Et ça, c'est un appel explicite. Il faut vraiment le faire. C'est pas automatique. C'est pas en me connectant. C'est pas en rafraîchissant la page que je suis connecté. Donc pour faire ça, avant de faire ça, en fait, si vous regardez, Socket.io, on l'a connecté au serveur. Le serveur, c'est quoi? C'est l'HTTP on a créé un serveur qui est connecté à l'app et qui est connecté à Express. Et bien en fait, ce qui se passe quand on fait ça, et ben c'est que Socket.io, il va créer une page cachée, enfin une page qu'on n'a pas créée nous, qui est la page suivante, enfin le lien suivant. Je vais l'écrire ici pour que vous voyez. Creates the link. Voilà. Ça va créer ce lien en fait. Socket.io, socket.io.js. Et ça, c'est le Socket.io client, parce qu'on faisait un Socket.io serveur, on a besoin du client pour appeler le serveur. Et en fait, je vais relancer le même serveur, mais je vais enlever IO. Je vais enlever cette partie et je vais rafraîchir. Donc je relance le serveur, je rafraîchis la page et vous voyez, cette page n'existe pas. Et en fait, c'est quand on crée juste ça, il n'y a pas besoin du on, quand on crée juste cette ligne, que ça crée en fait, ça donne accès à ce code côté client. Donc, maintenant qu'on a accès à ce code côté client, en fait, c'est le Socket.io client. Nous, on en a besoin dans notre HTML parce que c'est un JavaScript. Et bien, ce qu'on va faire, hop, et donc là, hop, on va faire exactement le même chemin, socket.io slash socket.io.js. Et là, on va pouvoir télécharger, avoir accès à Socket.io côté client.
Sur NPM, vous pouvez voir aussi le package socket.io-client, qui est l'équivalent de ça. En général, je préfère utiliser le même. Pourquoi? Parce que les versions parfois sont différentes et vous pouvez avoir des soucis de version. Donc pour éviter les soucis de version, je prends celui que le serveur me donne qui est absolument tout le temps la même version. Il ne peut pas y avoir de soucis. Maintenant que j'ai fait ça, je vais dans mon main.js et je vais accéder à ces informations. Parce que maintenant, le socket IO, il crée une variable qui s'appelle IO aussi, côté client, et que je vais pouvoir utiliser côté client. Donc, mais avant ça, je vais créer mon init, donc const, et pas const init. Alors quand j'ai zoomé comme ça, je vais réduire un peu la taille du texte parce que là ça fait vraiment trop gros. Donc const init window.onload, alors add event listener load init. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, sur le dernier tuto, j'ai beaucoup expliqué cette partie-là en début de tuto. C'était le tuto du jeu. C'était quel jeu? Le pendu. C'était au début du pendu. Que vous pouvez voir sur YouTube. Et ensuite, merci Julie. Init. Et init, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser const socket. On va créer une socket. Alors, d'ailleurs, ce code que je suis en train d'écrire, il est dans le tuto. Hein. Vous voyez, je ne l'ai pas inventé. Il faisait appel à socket.io.js et on va faire socket égale IO. C'est exactement ce qu'on va faire. Sauf qu'on va mettre le init devant. Comme vous voyez, quand vous avez une petite page, c'est pas important. Mais avec une grosse application, le init, en tout cas le onload, c'est très important. Tous les gros frameworks l'utilisent. Moi, je préfère l'utiliser, ne pas avoir de soucis. Comme ça, quand mon application grandit, j'ai fait le travail dès le début et c'est pas trop embêtant. Voilà. Donc normalement maintenant, je vais rafraîchir et regarder en bas pendant que je rafraîchis la page. Donc on va bien sur la page d'accueil et pas cette page-là. Non. Alors on redémarre le serveur. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? Ici, il m'a dit un utilisateur a été connecté. Et en fait, il a fait 2 fois. Alors je restop. En fait, il a fait 2 fois parce que comme j'ai rechargé la page 2 fois, voilà. Donc là, l'utilisateur est connecté. Okay, donc j'ai même pas besoin de rafraîchir parce que côté client, ce que Socket.io client fait, c'est que quand il a perdu la connexion, il le rappelle toutes les 10 secondes. Un peu comme Gmail, quand vous avez perdu la connexion, il va rappeler Gmail tous les 3 secondes, après toutes les 10 secondes et après toutes les minutes. Mais il fait la même chose. Donc là, il va le rappeler. C'est pour ça qu'il a fait automatiquement. Dès que je rafraîchis la page, mon ID change. Je suis la même personne, mais j'ai un ID différent. C'est pour ça que quand vous faites du Socket.io, et que vous voulez avoir le même utilisateur, il faut faire bien attention que vous ne vous basiez pas sur l'ID et que vous fassiez un code un peu plus structuré pour pouvoir reconnaître la même personne, donc à travers un login ou à travers des cookies. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est plus complexe et c'est pour ça qu'on utilise Express. Mais sachez, ça c'est important de savoir que l'ID, elle est différente à chaque refresh. Donc c'est jamais la même ID. Ça c'est important. Voilà, là je suis connecté avec le serveur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais je vais faire en sorte de passer d'un écran à l'autre pour commencer le chat. Cette partie-là, on n'a pas besoin de Socket.io pour l'instant. C'est juste, on va définir un nom. Là, on est uniquement dans du JavaScript, du JavaScript client classique. On va revenir à Socket.io après parce qu'on va avoir 2 utilisateurs. Mais ça serait bien d'avoir cette page qui fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable else pour avoir tous nos éléments de la page. Un petit espace ici. On va avoir le welcome screen
qui est nul, et on va avoir le chat screen qui est nul par défaut. Dès qu'on va se connecter, dès qu'on va init, je vais faire else.welcomeScreen est égal à document.querySelector et on va faire welcome screen. Alors, pour cette partie, hop. Alors, je vais zoomer un peu plus haut pour avoir accès à mon index HTML, comme ça. Donc, vous voyez, on a le welcome screen et le chat screen. Donc, ces deux screens là, hop, on va les récupérer. Donc, chat screen. Donc en CSS, vous remarquerez que le query selector, quand c'est un ID, on utilise dièse, quand c'est une classe, on utilise point. Ensuite, donc ça c'est bon. Et ce que je veux faire, c'est rajouter un clic sur le bouton Let's Chat. Donc dans else. Donc en fait, const welcome. Non, je vais mettre W pour welcome button parce que ça va être trop long. Donc W button, welcome button, il va être égal à else.welcomeScreen.querySelector button. Et en fait, ça, c'est l'équivalent same as but less performant. C'est l'équivalent de document welcome screen button. C'est l'équivalent. Mais pourquoi j'utilise le welcome screen plutôt que le document? Parce que le document, ça fait appel à toute la page. Là, j'ai déjà créé un élément HTML, un DOM, un élément du DOM. Document, en fait, ouais, on va plutôt prendre ça. Le document, c'est tout ça, ok? Et c'est un élément du DOM. Ensuite, ici, welcome screen, c'est aussi un élément du DOM, mais c'est que ça. Donc, au lieu de faire document query selector welcome screen button, et ben j'ai déjà mis une variable qui s'appelle welcome screen. Et ben dans welcome screen, j'appelle juste button. Et là, l'élément va chercher dans quelque chose de beaucoup plus petit. Donc c'est plus performant. Mais les deux fonctionnent. Je peux comprendre que quand vous démarrez, vous n'avez pas cette logique, mais sachez que les deux fonctionnent. Donc same as, je laisse en commentaire, et comme ça, ça vous permettra de voir autre chose. Donc on a le bouton, et sur le bouton, on va faire un événement. N'hésitez pas s'il y a des questions. Add event listener, clic. Hop. Sur le clic, on va déjà prendre le... Ah non, ça c'est autre chose. Non, donc on n'a pas besoin de récupérer l'événement pour ça. Donc sur le clic, on va lui dire que tu vas sauvegarder une variable nickname. On veut garder, donc let nickname est égal à un string vide. Et donc, on va dire if donc en fait on va récupérer input, on va récupérer la valeur de l'input et on va lui dire si la valeur de l'input est plus longue que 0 caractère, donc au moins un caractère, alors on va enregistrer le nickname. Parce que si le input est vide, ça ne sert à rien d'enregistrer le nickname à vide. On veut enregistrer un vrai nickname. Donc on va créer l'élément input L est égal à
donc else.welcomeScreen, on va reprendre la même idée, on va faire le query selector à partir de welcomeScreen. Et on va mettre input. Input, et on va faire input_l qui est égal à tout ça, point value, point length. En fait, le input_l, alors on va faire ça dans l'HTML pour que vous compreniez, parce que c'est très intéressant. Donc pour ouvrir, clic droit inspect ou commande shift I pour Chrome pour ouvrir. Donc regardez, on va faire directement document.querySelector. Donc là on est obligé de refaire welcome screen parce qu'on n'a pas accès à, on n'a pas créé la variable, on n'est pas dans le code main. Donc là je récupère l'input. Ok. Si je fais i, ben, on va créer donc var input_l. Donc pourquoi je fais var input_l dans la console? Parce qu'une fois que j'ai fait const, je ne peux plus redéfinir, je ne peux plus relancer le code au cas où j'aurai une erreur. Au moins var, je peux le recréer sans me soucier. Mais dans mon code, c'est pas un souci. Ici, c'est un peu chiant parce qu'après, je peux pas. Si je faisais 2 fois const ça, la deuxième fois, il ferait une erreur. Donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que je mets var. Donc là, j'ai input_l qui correspond à mon input. Maintenant, je vais faire input_l.value. Et vous voyez que value est un string vide. Je vais écrire génaïque. Je l'ai écrit et maintenant je refais input_l et j'ai génaïque à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand je... Donc, et value, c'est un... input_l value, c'est un string. Donc maintenant que c'est un string, ce que je peux faire sur les strings, eh ben, je peux faire .length. Et là, j'ai la taille de mes caractères. Génaïque, ça prend 6 lettres. Donc on a bien 6. Quand je mets rien, et que je mets input_l value, ça fait 0. Donc on va faire if input_l value.length est égal à 0, alors j'arrête l'exécution de mon code. Je m'en fiche, je veux rien. On s'arrête là. Tout le code il s'arrête ici. Par contre, donc, vu que le code il s'arrête ici, ah oui, alors on aurait pu faire un else. On aurait pu faire le contraire. N'est pas égal à 0 et on met notre code. Et moi, ce que je fais, c'est que j'arrête l'exécution du code. Mais si on ne rentre pas dans ce if, on passe directement là. Donc si c'est supérieur à 0, alors on va faire nickname est égal à input_l.value. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher de page. Donc on va faire else.welcomescreen.style.display est égal à none. Donc le welcome screen, on le cache et le chat screen, display block, on l'affiche. Et en fait, je vais le mettre... Ouais, non, on va le mettre après, mais ça va être un display flex si on a le temps. Donc, je rafraîchis, je mets mon prénom. Alors, on va agrandir ici. Oh, quoique... Ah, pourquoi? Bon, ah oui, d'accord. Bon, on va pas agrandir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je sais pourquoi. Donc, génaïque. Ah, c'est bizarre. Alors, non, je sais pas pourquoi. On va revenir dans la source. C'est parce que... Alors, c'est peut-être parce que le... En fait, la page, elle s'est rafraîchie. Donc ça, c'est un... Ouais, ok, je sais pourquoi. C'est pour ça que j'aime pas utiliser des formes quand je fais du JavaScript. Donc, je vais ouvrir, je vais mettre preserve log ici. Donc là, je clique là-dessus, je mets preserve log. Je rafraîchis. Alors, ça c'est embêtant. Ouais, je vais faire comme ça. Hop. Et donc maintenant, quand la page va rafraîchir, ça va garder les anciens logs. Et donc je vais mettre OK.
boum. Et vous voyez, il a bien fait navigated to. Donc il a bien navigué sur l'autre page. Pourquoi en fait? C'est parce que le formulaire se valide. Et comme il se valide, on passe à il rafraîchit cette même page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer le formulaire. Donc on va prendre le else.welcomeScreen. Query selector form. On va récupérer le form. Et le form, en fait, il a un événement qui est le add event listener, le submit. En fait, c'est l'événement submit qui s'effectue. Et cet événement submit, cette fois, on va prendre l'événement. Ça, c'est très important. On va prendre la paramètre événement et on va faire event prevent default. On va empêcher on va empêcher prevent default. On va empêcher le comportement par défaut, pardon, du formulaire qui est de rafraîchir la page. Et on va mettre chat screen parce que chat screen va nous poser le même problème tout à l'heure puisqu'il a aussi un form avec un input et un bouton. On relance, je rafraîchis pour qu'il prenne en compte, je mets OK rapidement, boum, cette fois ça a fonctionné. On est bien passé et on est resté sur la page, ça n'a pas rafraîchi. Super. Donc, quand je rafraîchis, ce que je veux faire, enfin quand je change de screen, alors je vais mettre un petit commentaire pour ça, prevent the refresh of the page on when clicking on the form button. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire quand on affiche le screen, et ça je crois que j'ai oublié de le faire, de le rajouter, mais on va le rajouter dans le chat screen. On va chercher le H1, query selector, on va chercher le H1, et ce H1, on va lui rajouter le text content qui est nickname. On va lui afficher notre nickname. Donc on refait le test générique. Alors, sauf que j'ai pas mis de H1. Donc on va rapidement rajouter un H1 dans l'HTML. Ici. H1. Voilà, on le laisse vide. Ce qui fait que quand je rafraîchis aussi, parce que j'écris générique, ça va pas fonctionner. Tout était sauvegardé, donc chat screen, query selector H1, text, pas content, mais content. Voilà l'erreur. Donc les erreurs malheureusement sont silencieuses dans ce cas-là. On recommence, je rafraîchis, générique. Ah oui, merci, je n'avais pas vu. J'avais pas regardé le chat. Parfait, donc là c'est bon, ça fonctionne. J'ai bien mon nom qui apparaît. Super. Là j'ai ma première base. C'était pour avoir un petit screen pour démarrer. Comme vous avez vu, il n'y avait pas du tout de socket.io. Maintenant, le socket.io, on va le faire entrer ici. Parce que ça va être vous allez comprendre plus tard pourquoi le nom. Parce que c'est pour la petite surprise à la fin. Mais en soi, on n'avait pas du tout de socket.io. Maintenant, l'idée, c'est que quand j'envoie un message, ce message, il doit être envoyé à toutes les personnes qui sont dans le chat avec moi. Donc ce que je vais faire en plus, c'est que je vais créer une nouvelle fenêtre. Je vais la mettre ici. Donc ça va être un peu... ça va être tout petit. Et cette fois, je vais mettre mon pseudo internet, Cadix. Et ça fonctionne. C'est la même page lancée deux fois à deux endroits différents. C'est comme si votre serveur, il sert plusieurs personnes en même temps. Donc il fait la même chose, mais différemment. Hop, on va faire comme ça. Et on va sortir
la console. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc comme ça, on pourra voir les deux pendant qu'on travaille. L'idée, c'est que quand j'envoie un message, ce message va être envoyé au serveur. Le serveur va l'envoyer à tout le monde. Et quand tout le monde va le recevoir, ils vont l'afficher dans l'HTML. Parce que le recevoir du serveur ne l'affiche pas directement dans l'HTML. Donc ouais, il y a plein de petits trucs à créer. Donc première étape, je vais les écrire. Je vais les écrire ici. Donc 1, send message to server. 2, listen the message. Donc on va le serveur, donc ça c'est côté client. Et ensuite côté serveur, il écoute le message. Ensuite le 3, côté serveur, il va broadcast, il va diffuser the message à tous les autres. Et en 4, non, oui, alors il y en a 5. En 4, côté client, on va receive the broadcasted message. Et en 5, toujours côté client, display message in HTML. Not related to Socket.io. Ça n'a aucun rapport avec Socket.io. C'est simplement afficher du texte dans une page. Donc tous les autres, c'est purement Socket.io. La dernière, c'est pas Socket.io, mais c'est pour voir ce qui se passe quand même. Et bien c'est parti. Donc première étape, envoyer le message au serveur. Donc pour envoyer le message au serveur, on va réutiliser notre socket ici. Parce que depuis le début, on l'a, mais on ne fait rien avec. Donc on va... à quel moment j'envoie le message du côté serveur? C'est au moment où j'ai cliqué sur le bouton Send. Et en fait, le bouton Send, c'est la même chose qu'on a vu ici. Donc c'est Chat Button, C Button, qui va appeler Chat Screen Button. Bon, on n'est pas obligé de remettre le même commentaire, c'est la même idée. Et sur le C Button, le clic, on va récupérer l'input L du chat screen. S'il n'y a aucun texte dans le chat, dans l'input, on ne fait rien. Par contre, s'il y a un texte, là, on va faire quelque chose de totalement différent. S'il y a un texte, on va faire socket.emit. Emit, c'est la fonction, c'est la méthode qui envoie un message au serveur. Donc ce message, enfin le emit, attend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de l'événement. Donc là, c'est un événement qu'on va créer nous. Donc cet événement que je crée, je vais l'appeler message. Et ensuite, il va attendre un paramètre. Et ce paramètre, c'est un JSONifiable. C'est un paramètre qui doit être uniquement de type primitif. Donc string, chiffre, array, objet, pour faire simple. Alors, je pourrais mettre directement message à l'intérieur. Non, message n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai input L et message est égal à input L.value. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, j'ai message. Je pourrais envoyer directement message comme ça. Mais j'en profite qu'on soit dans un tuto, je vous le dis tout de suite. En général, quand vous faites du Socket.io, envoyez tout le temps un objet. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez un objet, vous pouvez envoyer plusieurs informations directement. Et si vous envoyez qu'une information au début, tant pis, vous envoyez une information, mais peut-être plus tard, dans votre code, vous dites, tiens, je dois envoyer une nouvelle information. Et comme ça, votre code est déjà prêt à envoyer plusieurs informations dans un événement.
Donc moi en général, même si j'envoie une information, je mets un objet. Et en fait, nous, dans notre cas, on va envoyer le message et on va aussi envoyer le nickname. On n'est pas obligé d'envoyer le nickname, mais c'est pour la petite surprise, pour rajouter un petit peu plus à notre socket IO, à notre application de chat. Donc, j'envoie le message. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut écouter le message, parce que j'ai envoyé le message, mais il n'écoute pas. C'est comme si on dit à quelqu'un, allez au bureau, du bureau 304 du troisième étage. Sauf que quand on arrive au troisième étage, il n'y a pas de bureau 304, donc je ne peux pas frapper sur la porte. Donc il faut, quand on envoie un message, on crée aussi la porte, en fait, la réception, la possibilité de recevoir ce message. Donc on va côté serveur maintenant et on va listen to the message. Pour écouter le message, on doit écouter le message sur la socket. Le lien qu'on a avec le client, c'est dans la socket. Donc on est à l'intérieur du callback. Ça, c'est super important. On est à l'intérieur du callback. Socket n'existe pas ici. La variable socket n'existe pas ici. Elle existe uniquement dans le callback. Et donc, la beauté de JavaScript, c'est que à chaque fois, ici, qu'une nouvelle personne se connecte, ça va créer une nouvelle socket et une nouvelle chaîne de sockets et d'écoute d'événements. Donc quand je fais socket on message, message c'est le nom que j'ai choisi. Je peux mettre le nom que je veux, je peux mettre Genaïk. Mais là j'ai mis message d'un côté. Et lui, ce qu'il va recevoir, il ne va pas recevoir directement l'objet, il va recevoir un callback. Et ce callback va avoir comme paramètre l'objet que j'ai reçu. Donc nickname, message. Et là, on va faire console.log received message from nickname et this is the message. Voilà. On relance le serveur puisque j'ai modifié le code serveur. Je rafraîchis tout pour refaire la connexion. Je mets Genaïk. Alors, je vais me connecter aussi avec Cadix pour qu'on s'assure que dès qu'on reçoit le message, on le voit. Donc, Genaïk, je me connecte, j'envoie un message et oh, boum. Et bien là, côté, on reçoit bien le message. Ok. Par contre, donc vous voyez ça, socket on message, on le voit bien apparaître ici en bas. Ok. C'est l'équivalent. Par contre, l'autre client, il n'a rien vu. Alors là, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, troisième étape, broadcast the message. Donc, on va envoyer le message. Maintenant, ça, on peut le commenter, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, on va réutiliser la socket. On va réutiliser la socket et on va faire broadcast.emit. Ça va envoyer le message à tout le monde sauf celui qui l'a envoyé. Tout le monde qui est connecté, sauf celui qui l'a envoyé. Et donc, on va emit, et cette fois, on va emit un nom aussi. Oui, pardon. En fait, c'est le même emit, c'est mes côtés serveur, sauf que... enfin, pas sauf, c'est la même chose. On va mettre deux valeurs. L'événement et le nom de l'événement que je crée. Alors là, je vais l'appeler message. Je vais pas l'appeler message parce qu'en fait, ça va peut-être vous... ok, on va faire ça. On va mettre message serveur. En général, j'aurais gardé ce message des deux côtés, mais pour simplifier, on va changer les noms. On va mettre message client, message qui vient du client, et message serveur, message qui vient du serveur. Mais sinon, vous pouvez les appeler messages et avec le temps, vous allez pouvoir discerner le truc. Et en fait, on va simplement renvoyer exactement la même chose. La même chose qu'on a reçu, on le renvoie. On est juste on fait passer le message.
passe le message à ton voisin, comme disait tonton David. Attention les références. La grande musique française. Donc, vu que j'ai changé message client ici, je vais le changer côté client pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. Et maintenant, ça va fonctionner, mais on va pas le voir fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il manque encore un détail. Rappelez-vous, numéro 4, receive the broadcasted message. Et bien pareil, en fait c'est listen, pas receive. Listen broadcasted message. Et on va utiliser la même chose sur le socket. Regardez, côté serveur, on va utiliser les mêmes API, la même manière d'écrire, sauf que c'est pas au même endroit. On avait fait socket on message client. Et bien là, on va faire côté client, socket on message server, celui-ci. Donc on va côté client, ici, et là, on va pas le mettre à l'intérieur. Donc attention, là ça va être un peu spécial. Il faut comprendre ce qui se passe. Si je ne vais pas le mettre ici. Je ne vais pas écouter ici. Je vais écouter tout le temps. Parce que en gros, si je mets socket.on ici, il va se mettre à écouter uniquement quand j'ai cliqué sur le Add Event Listener, sur le bouton chat. Donc je ne vais pas l'écouter ici, je vais l'écouter en dehors de ce listener. Ça c'est important. Et en fait, je l'écoute si vous regardez l'indentation. Donc regardez bien ma souris là. C'est le niveau de l'indentation où je suis. Alors attendez, ouais. En fait, je suis au même niveau du moment où j'ai créé Socket.io. Donc, pour que ça soit plus logique pour vous, je vais le mettre en bas. Mais en vrai, donc Socket on, message. Donc on attend le message serveur. De la même manière, les messages reçus, on met un callback, donc une fonction callback. Cette fonction callback attend comme paramètre exactement ce qu'on lui a envoyé. Message, j'ai mis dans cet ordre, nickname message. Voilà. Et on va mettre console.log, nickname et message. Ok. On reprend. Donc comme vous voyez, à chaque fois, il faut refaire ça. Pareil, je vais rafraîchir parce que ça va pas être mis à jour. Donc du côté, et là je vais ouvrir parce que j'envoie un console. Donc cette console, je vais l'afficher ici, j'en ai besoin. Hop, c'est la console de Cadix là, c'est celui d'en bas. On va fermer ça pour que ce soit un peu plus visible. Donc j'envoie côté Hello. Bam. Ah oui, j'ai pas redémarré le serveur parce que le serveur on l'a changé, mais j'ai pas remis le code qui correspondait. Donc vous voyez, quand le serveur s'est déconnecté, il a perdu la connexion à l'espace d'un moment et il le cherchait. Il va chercher automatiquement tout le temps le serveur. Donc on refait Hello. Et là vous voyez, alors j'ai enlevé le console log du serveur, donc on ne le voit plus côté serveur. Mais maintenant, j'ai bien reçu côté client. Génaïque Hello. C'est bien Génaïque qui m'a envoyé Hello. Super. Maintenant, eh ben, on va ajouter add message. Add message. Et chaque message, on va les envoyer avec ces informations. Et on va rajouter une dernière, is sender. Est-ce que c'est celui qui a envoyé le message? Et là, je l'ai reçu. Je suis dans message serveur, donc j'ai reçu le message. Donc sender false. C'est pour plus tard, vous allez comprendre. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est la dernière partie, la cinquième.
display the message. Donc const add message est égal à une fonction. Cette fonction attend deux paramètres, nickname, virgule message. Et petit détail, le truc c'est que quand on fait du code, une fonction doit faire une chose. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. C'est-à-dire qu'on va créer l'élément HTML et ensuite, une fois qu'on a créé l'élément HTML, on va l'afficher dans la page. Donc on va séparer ces deux parties. On va créer une autre fonction qui va récupérer l'élément, donc element. Et cet élément, on va faire get message element. On va create message element. Et ce message element, on va pareil lui envoyer les mêmes variables. Par contre, j'ai oublié un paramètre qui est le isSender. isSender. Et par défaut, il sera faux. Alors, on va enlever ça. J'en parlerai une autre fois. isSender. Donc, on envoie le sender. On ne va pas l'utiliser pour l'instant, mais je l'envoie à chaque fois comme ça pour plus tard, c'est déjà fait. Et ensuite, const create message L est égal à, on reprend les mêmes paramètres, parce qu'on renvoie la même chose. Et cette fois, on va voir comment... D'habitude, je faisais tout le temps du inner HTML. Pour être honnête, inner HTML, ce n'est pas la meilleure solution parce que c'est ce qu'on appelle unsafe. On peut envoyer des codes de hacking à travers le inner HTML. Vous aurez des navigateurs qui... Enfin, certains moments où c'est interdit. On va avoir une manière un peu plus complexe, mais la bonne manière d'insérer du texte dans de l'HTML. Donc, on va créer l'élément. Premier élément qu'on va créer, c'est l'élément LI. Donc, container. Parce que si vous regardez, donc je vais regrandir, si vous regardez l'HTML, on est ici dans un UL, le UL va attendre des LI. Donc on va créer un LI qui sera le container de mon message. Donc pour créer un élément, document.createElement. On repart sur le document. Et ensuite, on met le nom de l'élément. Et ça, en gros, ça représente ça en HTML. C'est ça qu'on vient de créer. Ensuite, notre élément, on va lui rajouter une classe. Donc sur container, on va lui faire class list.add et on va ajouter la classe qui s'appelle message. Ce qui va faire, donc je vous fais un visuel entre guillemets de à quoi ça correspond en HTML. Class est égal à message. C'est ça qu'on crée. Mais vous ne le voyez pas en fait. Parce que tant que ce n'est pas ajouté à l'HTML, on ne le voit pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter deux spans. Donc on va créer... alors... En fait, ça sera une... Ah, non, c'est la surprise, donc je ne vais pas le dire. Bon, cette partie, elle va être modifiée. On va la remplacer par autre chose. Donc, first... non. Nickname. Voilà. Nickname L. Comme ça, il va garder le même nom tout le temps. Document.createElement. Et cette fois, on va créer un span. C'est une balise où on met du texte. Dans cette balise où on met du texte, vu qu'elle s'appelle nickname L, on va mettre le nickname à l'intérieur. Donc nickname L text content est égal à nickname. Et d'ailleurs, donc en gros, ça va faire span nickname. Alors je mets nickname entre crochets pour vous expliquer que c'est une variable. Ça ne sera pas le texte nickname, ça sera la variable nickname. Et on va
faire quasiment la même chose ici pour le message L, qui sera aussi un span, sauf que cette fois on va mettre message. Et ces éléments, en fait, on va mettre les LI on va mettre les deux spans dans le LI. Donc pour faire ça, on va écrire. Donc en fait, l'idée c'est de faire ça en HTML. Un, deux. L'idée c'est de faire ça. Message. Et pour faire ça en JavaScript, on fait, on va prendre notre container. Donc container point append child. Donc append, ajouter un enfant. Et cet enfant, le premier c'est nickname L. Et on ajoute un deuxième enfant qui est message L. Et bien sûr, je n'oublie pas de renommer ici message L. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va return le container. Hop, on lui renvoie. On renvoie le container. Ce qui veut dire que element est égal exactement à tout ça là. Et maintenant, pour avoir une fonction, parce que vous voyez en fait cette fonction elle fait pas mal de choses, elle crée un élément. Vous voyez à quel point c'est entre guillemets complexe dans le sens où il y a plein de choses à l'intérieur. Mais le add message, lui, en vrai, ce qu'il fait, c'est simplement l'ajouter à l'HTML. Parce que tout ça, là, pour l'instant, ça fonctionne, mais ça n'a rien ajouté à l'HTML. Donc, générique, je rafraîchis, 4x, j'envoie OK. Donc, si on regarde dans le... Comment on appelle ça? La console, pardon. Dans la console, on revoit bien le message OK, générique OK, mais on ne le voit toujours pas dans HTML. Pourtant, on a bien créé l'élément. Hein. Alors, regardez, console.log, L, on refait le tout. Malheureusement, c'est ça qui est un peu... Quand on démarre en développement, il faut comprendre qu'il faut bien recharger tout parce que je viens de modifier le code client. Donc si j'ai modifié le code client, je recharge le client pour être sûr que j'ai tout ce que j'ai rechargé, tout ce que j'ai changé. Donc regardez, je renvoie le message, cette fois je vais envoyer le message Lala. Donc on voit bien un message Lala et on a bien l'élément dont je vous ai parlé. Donc on va... Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai montré ici. C'est la même chose. C'est bien ce qu'on a créé. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre... Oups. Classe égale message. Qu'on avait déjà créé dans le container. Donc c'est exactement ça que ça a créé. Donc maintenant, cet élément, il a été créé, mais il n'est pas dans l'HTML. Et c'est là qu'on fait document... non, pas document, on va partir de else.chatScreen. ChatScreen.querySelector, on prend le UL. Et dans le UL, on va append child. Alors, est-ce qu'on fait append? Ouais, append child, on l'ajoute à la fin. Et on ajoute L. Et maintenant, ça va fonctionner. Ça, je vais le remettre en bas. On rafraîchit des deux côtés. On remet le nom. Hop. On remet le nom. Et ensuite, on fait hello. Boum. Super. Et là, on a bien générique hello qui s'affiche dans l'HTML. Oh là là. Oh là là. Et là, on a un chat qui a démarré. Regardez, je vais ouvrir une troisième et quatrième. Je vais vous montrer que là,
tout va s'appeler en même temps. Donc, localhost 3000, génaïque 2, localhost 3000, génaïque 3. Oh, c'est magnifique tout ce blanc et cet HTML immaculé de tout intérêt visuel. Et je vais mettre message à tous. Et regardez, ça va s'afficher partout. Et quand Génaïque 2 envoie un message, ok, pareil, tout le monde le reçoit avec le nom Génaïque 2. Donc les noms sont bien envoyés en fonction de chaque message. Donc le serveur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré le message et il a renvoyé le message. Il a fait il a passé le message à son voisin. Il est juste messager. Et ensuite, une fois qu'il est messager, le client, il affiche en fonction de ce qu'on a besoin. Au niveau du styling, c'est 0, on est d'accord, mais on va y venir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué un truc, c'est que celui qui envoie ne voit jamais son message. Et ça, on pourrait, en fait, ce qu'on pourrait faire, je pourrais, en plus du socket broadcast, faire un socket emit côté serveur pour envoyer à la personne. Donc je vais fermer toutes les autres fenêtres, on va rester à 2 fenêtres, sinon pour que vous compreniez que ça fonctionne, on va rester à 2 fenêtres tout le temps. Donc je pourrais faire socket emit et socket broadcast. Ça va envoyer le message à celui qui l'a envoyé. Donc on rafraîchit. J'ai relancé le serveur ou pas? Je suis pas sûr. Je le refais au cas où. Je relance le front aussi. Donc je refais génaïque. X. Et là j'envoie le message. Ok. Boum. Et là ça fonctionne. Là ça envoie des deux côtés. Mais la raison pour laquelle on ne fait pas ça, c'est que ça a été bien pensé par Socket.io. C'est une vieille librairie. Enfin à l'échelle de Node.js en tout cas. Parce que en fait, moi je suis au courant de ce que j'ai envoyé. Moi Génaïque, je suis au courant. En fait, mon client est au courant de ce qu'il a envoyé. Donc je n'ai pas besoin de faire transiter cette information, que le serveur me renvoie cette information. Je pourrais, Génaïque, le client Génaïque, l'afficher directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va enlever ça. On ne veut pas ça. On veut éviter d'avoir le plus de messages à envoyer en fait. Donc ce message, il est déjà en ma possession, il est déjà dans mon client. Si vous ne comprenez pas cette partie, n'hésitez pas à me demander, je le réexpliquerai. Et en fait, c'est que quand moi je tape le message, j'envoie au serveur mon nickname et le message, mais moi côté client, je peux tout simplement afficher mon message direct. Je peux tout de suite ajouter mon message. Et cette fois, je vais mettre isSender true. Pour l'instant, on ne va toujours pas l'utiliser. Ça sera au niveau du CSS, vous allez comprendre. Et cette fois, on met isSender true. Ce qui va faire que... et on va séparer les deux senders. On va commencer à faire une séparation. Et on va mettre si sender if... Alors, hop, on va réagrandir le texte. On va commencer à dire if isSender est égal à true, est vrai, alors je vais mettre container.classList.add sender. Et qu'est-ce que ça va faire en vrai? Ça va créer, donc ça a déjà créé message, et ben ça va aussi créer sender, comme ça. Ça va ajouter sender uniquement quand c'est sender. Et donc vu qu'on a créé dans le CSS, on a créé des classes CSS, on va les représenter.
On va les représenter de manière très simple pour commencer. Background qui sera gray ici pour message, et pour message.sender, on va avoir background color qui est blue. Light gray. Voilà. Et color, la couleur de texte white. Boom. C'est bon, ça m'a l'air bon. On rafraîchit, on relance. Et donc ça fait, j'écris mon nom. Cadix. Hop. Je fais mon message. Hello. La room. Boum. Ah oui, parce que le serveur, je ne l'ai pas remis à 0. Hop, on relance le serveur. On rafraîchit. Donc le serveur, je le remets à 0. Et... Ouais, c'est bon. Il était déjà commenté, c'est juste que je ne l'avais pas redémarré. On rafraîchit. C'est reparti. Donc génaïque. Cadix. J'envoie le même message. Hello la room. Ah non, j'ai mieux. Salut nounou. Hop. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable, puisque j'ai mis le eSender True, donc il l'a mis en bleu. Donc moi, je sais que j'ai envoyé ce message. Et donc, ce sont les couleurs de Messenger. Hein, j'ai repris la même idée. Et quand je reçois le message, eh ben, il est en gris. Et on voit bien que c'est Genaï qui l'a envoyé. Et ben, si je fais le contraire, voici l'heure des Animaniacs. Et vous voyez que pareil, ça renvoie le message dans l'autre sens. Ouais, j'ai des vieilles références. Hein. Alors, et un autre truc que vous remarquez, c'est que le message à chaque fois, il reste. Et bien ce qu'on va faire, ça c'est dans la partie client. Tout simplement, une fois qu'on a, moi j'ai, alors, hop, je vais regrandir. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton et que le message, que l'input a une valeur, je crée le message, j'envoie le message, j'ajoute le message, et une fois qu'il est ajouté, je prends mon input value et je le redéfinis à rien, un string vide. Boum. On revient, on fait vite fait le test de ça, on va juste tester avec un client. Ok, regardez, je vais cliquer, ça va apparaître en bas, mais moi je veux que vous regardiez ici si ça disparaît. Boum, ça a bien disparu et ça a envoyé le message des deux côtés. Super, on a rajouté cette mini fonctionnalité pour faciliter un peu l'utilisation. Et ben en fait, on va finir avec la surprise parce que malheureusement, j'aurai pas le temps de faire de CSS. Alors il y aura deux surprises. La première, c'est pourquoi j'ai mis le nickname en permanence. Donc avec ça, en fait, vous pouvez faire un petit truc que j'ai trouvé dernièrement et que je trouve assez fun. Donc on va agrandir ça. J'ai trouvé ce petit site. Donc ça s'appelle Avatars d'Icebar. C'est une API de... comment on appelle ça, d'avatar, tout simplement. C'est écrit dans le nom. Comme le port salut, c'est marqué dessus. C'est une API d'avatar. Et cette API, eh ben, elle a un truc assez cool, c'est que à chaque fois, ça peut prendre des valeurs par défaut. C'est-à-dire que je vais écrire mon nom, et quand j'écris mon nom, il va prendre une valeur spécifique. À chaque mot écrit, donc je peux écrire n'importe quoi, il va prendre une tête différente. Donc ça, c'est assez cool. Voilà. Il faut attendre un petit peu.
Et à chaque nom différent, il va avoir une tête différente. Donc ça veut dire qu'en fonction de mon nom, j'aurai une tête spécifique. Voilà. Et j'aurai tout le temps cette tête-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis les noms. C'est pour avoir la possibilité d'avoir une tête qui correspond. Alors bien sûr, c'est pas notre vraie tête, mais en tout cas, elle est unique en fonction de notre nom. Ça, c'est assez cool. Et c'est une API. Et donc comment ça marche? Alors, je crois qu'il y a le lien ici. Voilà, c'est ça. Le lien ici. Oups. Euh, voilà. On récupère ça. Il y a deux choses à changer. Le type de sprite, de type human, je crois. Je vais revenir sur l'API, c'est human. Ça, c'est le type de sprite, c'est le type d'image. Et ensuite, le seed, c'est le nom qu'on mettait. Donc, si je mets Cadix, vous voyez, c'est la même image. Si je mets Geneig, c'est aussi la même image que tout à l'heure. Et donc, hop, je récupère cette URL. Et je vais jouer avec. Et je vais faire donc voilà, on va dans le create element, create message element, et en fait, rappelez-vous, ici on avait le nickname element qui était un span. Et bien maintenant ça va devenir une image. Cette image, on va lui rajouter un set attribute. Donc l'attribut alt qui va correspondre au nickname, parce que l'attribut alt est obligatoire sur les images. Bon, je vais effacer ça puisque c'est plus à jour. img.setAttribute et on va changer le src. Et le src, on va le modifier avec un template string comme ça, human, et au lieu d'avoir generic ici, on va avoir nickname. Comme ça, il va changer en fonction de chaque nom. Voilà. Encore un petit truc pour que ça soit encore plus poussé. En fait, vous remarquerez, alors je vais d'abord vous montrer et ensuite on va le corriger et on va finir là-dessus. Donc déjà on va vérifier si ça fonctionne. Oui, non, j'ai mis img, non, c'est nickname L. Déjà, ça j'aurais eu une erreur puisque j'ai créé une variable img qui n'existe pas. Donc on rafraîchit encore. Le serveur, j'ai rien modifié. Genaic. D'ailleurs, j'aurais pu mettre pour Genaic l'icône apparaître en haut. Cadix. Boum. J'écris. Tu vois ma tête. Voilà. Et on voit. Pourquoi le. Alors. Ah, bizarre. Attendez. C'est bizarre, j'aurais dû. Peut-être que j'avais pas rafraîchi, mais je crois que si. Ok. Si, c'est bon, voilà. Donc des deux côtés, maintenant, on voit le visage, la photo et le message. Autre chose, donc dans le CSS, là, c'est beaucoup trop gros. C'est super, on a une image avec une bonne résolution, mais c'est beaucoup trop gros. Donc on va faire .message image with 30px. On rafraîchit, on va tester juste ici, on n'a pas besoin de voir partout. Ok, super, là c'est plus petit. Par contre, alors, non, c'est pas par contre, c'est très bien, mais regardez, si j'envoie le message moi, et ben en fait on les a tout le temps du même côté. Donc en mode Messenger, j'aimerais. Ouais, non. Non, on va s'arrêter là parce qu'en fait ça demande d'avoir plein de choses. Quoique, je.
Je sais pas. Parce qu'en fait, derrière, il faudra rajouter tous les flexbox et ce genre de choses-là. Allez, si, on va le faire, on va le faire. On va faire, non, on va pas faire le flexbox, mais on va faire une manière simplifiée. J'ai trouvé une manière plus simple de faire la même chose. Donc, quand moi j'envoie, je veux que mon texte aille à droite, déjà. Donc, text line, right. Je rafraîchis, générique, ok, ok, j'envoie. Et là, mon texte, il est à droite. Sauf que j'aimerais que ma photo soit à droite aussi. Et donc, quand le message qui est envoyé par à gauche, ben, la photo reste à gauche et que euh, plutôt que de parler, donc pareil, on va rafraîchir ici parce que ça fait un moment. X, ok, boum. Donc là, de ce côté-là, ça fonctionne bien. C'est-à-dire, on a la photo à gauche, le message juste à sa droite. Là, bizarrement, c'est dans l'autre sens. C'est un peu bizarre. Alors là, pour que la photo soit inversée, c'est tout bête. C'est tout bête. Eh ben, on va simplement dire la partie en fait du nickname. Le nickname, il va être ajouté avant ou après le message L. Et on va simplement dire si isSender est égal à true, si le sender est vrai, alors, on va faire le contraire, if sender égale false, alors, oups, alors, et j'ai effacé mon message en recopiant, alors le nickname L se met ici. Il se mettra avant. On va exécuter le nickname L avant le message L. Et en fait, c'est un faux if else. On va les ajouter les uns après les autres. Et si c'est vrai, alors on l'ajoutera après. C'est une autre manière de faire. C'est pas. On peut trouver plus complexe, plus fou, mais on a une petite fonction qui fait le travail. Il n'y a pas besoin que ça soit plus complexe que ça. Et on revoit. X, générique. Ok. Ok. Et voilà. Là, on a bien inversé la photo avec la personne. Bon, on va s'arrêter là. Mais avant ça, j'ai une dernière surprise pour vous tous. Et je vous invite à aller sur la page suivante. codiscovery-night-chat.heroku.app.com. Je crois que c'est ça. Super, c'est parti. Et en fait, c'est le code. Voilà. Allez sur cette page, c'est le code avec tout le CSS. C'est la même base, hein. C'est exactement la même base, mais tout le CSS est fait. Donc, je vous y attends. Alors, non, je me fais générique dessus. Voilà. Envoyez un message. Comme ça, je vais pouvoir voir votre message. Et on va voir qui s'est connecté. Hop. Ah, ben je vais me connecter ici. Générique 2. Parce que je me suis connecté sur un autre ordi. Hey, hello toi.
Alors j'ai pas le pseudo qui apparaît, mais moi je suis un coquin, je connais mon code, je sais que j'ai mis dans le alt. Voilà, donc je vois ton pseudo. Donc c'est Julie. Quelqu'un d'autre? Non, on va pas rester trop longtemps. Ben, je vais t'envoyer un message. Tu vas bien? Et là, en fait, on a, en fait, vous avez un chat déjà qui fonctionne, qui a été mis en ligne sur Heroku. C'est gratuit. Peut-être si ça vous intéresse, voir comment on met en ligne un Heroku gratuit. Euh, ah ben le Genaïque 2, il me ressemble beaucoup plus dans la vraie vie, hein. Je vais utiliser Genaïque 2 en permanence comme nom. Ben voilà.